Si vous êtes d'accord, je propose qu'on démarre. Allez. Un grand merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Claire de proposer cette conférence sur l'encadrement juridique du marketing d'influence. Alors Claire a sollicité un député qui s'appelle Arthur Delaporte, qui est député du Calvados et qui a travaillé sur le projet de loi, un projet de loi dont Claire va parler un peu plus longuement plus tard avec lui. Donc nous aurons un invité qui n'est donc plus surprise à partir de 9h, 9h15, je crois, tu disais. 9h05, ouais. Il m'a dit 9h05, donc c'est peut-être plus 9h05, 9h10, je ne sais pas encore. Donc je vous rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre d'un cycle d'ateliers qui a été mis en place par l'UCC Grand Est et le Club de la Presse. Merci Anka. Et donc l'UCC Grand Est est le syndicat professionnel des agences conseils en communication. L'idée, les missions de ce syndicat sont de représenter, valoriser et développer la filière communication sur le territoire du Grand Est. Je vous souhaite une très bonne conférence et je remercie Claire pour cette intervention. À bientôt. Bonjour à tous. Déjà, merci à Marie et Anka pour l'organisation de ces ateliers qui sont tous très, très intéressants et très variés. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Claire Bello et depuis peu, j'ai créé ma petite agence. J'aime beaucoup tout ce qui est marketing d'influence. Je fais aussi beaucoup de community management et un peu de relations presse. Voilà, pour ce qui est de moi. Comme Marie l'a dit, je vais être accompagnée vers 9h05, 9h10 du député Arthur Delaporte, qui a coproposé la loi du 9 juin 2023 qui vise à encadrer tout ce qui est marketing d'influence et ses dérives. Donc voilà, on va pouvoir lui poser pas mal de questions parce qu'il y en a qui sont encore des fois sans réponse. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on essaiera de répondre au mieux. Du coup, je vais d'abord commencer par une petite introduction, l'état des lieux et les perspectives et l'avenir du marketing d'influence avant qu'on puisse poser des questions à Arthur Delaporte. Tout d'abord, j'ai commencé avec un chiffre. Donc, 6,5 milliards d'euros en France en 2024. C'est beaucoup. Et c'est quoi? C'est surtout le poids estimé des influenceurs en France, selon une étude là, qui a eu lieu le 10 et le 11 décembre à Paris lors de l'événement Paris Creator Week. C'est basé sur quelques 300 000 créateurs de contenu qui comptent entre 1000 et plus d'un million d'abonnés sur les réseaux. Et en fait, c'est qu'une petite partie parce que ça inclut pas forcément tous les revenus générés et dégagés par des plateformes comme YouTube et TikTok. Et en fait, le truc, c'est que le chiffre devrait être encore plus élevé dans quelques années parce que il y a un taux de croissance annuel estimé à 25%. Et du coup, cette même étude prévoit que les influenceurs pèseront près de 30 milliards d'euros en France d'ici 2031. Donc, ça représente 0,16% du PIB français. Voilà, donc c'est vraiment un chiffre très impressionnant. Il faut savoir que les influenceurs qui contribuent vraiment à cet essor, c'est surtout les influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés sur toutes les plateformes, parce que maintenant, ils arrivent vraiment à en vivre parce qu'il y a une réelle professionnalisation du métier. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, j'ai posé trois gros points pour ce premier état des lieux et des tendances. Déjà, l'influence, c'est un marché qui est en pleine expansion, qui est toujours en expansion, qui évolue à chaque fois. Déjà, comme je viens de le dire, il y a une croissance économique du secteur qui est réelle. En plus, 63% des entreprises prévoient encore d'augmenter leur budget d'influence en 2024. Donc, ça montre qu'il y a une vraie attente et une vraie confiance de ce canal de communication. Il faut savoir aussi que les influenceurs génèrent un ROI 11 fois supérieur à celui des campagnes publicitaires traditionnelles. D'ailleurs, pareil, il y a un chiffre qui est sorti récemment qui dit que le retour sur investissement peut atteindre jusqu'à 5,8 euros. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant sur ce point. Donc on voit vraiment une confiance croissante des marques dans le marketing d'influence et ça permet en plus de toucher des audiences plus jeunes et qui peuvent être difficiles à capter par des moyens plus traditionnels. Il y a aussi, attendez, j'ai oublié, voilà, il y a aussi une diversification des plateformes. Voilà, là j'ai mis, c'est vraiment
un petit exemple de toutes les plateformes sur lesquelles on peut trouver des influenceurs. Je pense qu'il y en a certaines qui vous parlent. Il y a un petit nouveau en bas à gauche qui s'appelle Blue Sky qui remplace X, qui a les mêmes codes, qui ressemblent beaucoup. Voilà, c'est jamais. Voilà, donc je vais faire le tour très rapidement, mais en gros, on a Instagram qui est vraiment la plateforme dominante pour les collaborations. C'est 71% des influenceurs qui l'utilisent pour des partenariats sponsorisés avec des formats phares comme les réels, les stories. À savoir qu'il y a un nouvel algorithme qui est en essai en ce moment avec Instagram, qui fait que maintenant, c'est les réels et les carousels qui vont beaucoup plus marcher. Voilà, c'est une petite digression comme ça, mais qui peut être intéressante à savoir. On ne peut pas non plus passer à côté de TikTok, qui vraiment depuis 2020, on va dire, est une véritable locomotive de l'influence, parce que l'algorithme permet de développer de manière assez virale certains contenus. Et c'est très populaire auprès de la Gen Z. Et même maintenant, c'est un réseau qui est en train de vieillir également. Donc, on peut atteindre jusqu'à dans des personnes qui ont 34, 40 ans sans problème, même si on touche principalement les 13, 20 ans dans un premier temps. On a aussi YouTube qui marche très bien grâce à des YouTubeurs de renom qui vont faire beaucoup de contenu long, éducatif, beaucoup de tutoriels, des choses comme ça. Et là aussi, on a tout ce qui est influenceur de niche, un peu comme LinkedIn, des choses un peu plus particulières, vraiment des influenceurs plus spécialisés. Et le réseau dont on parle beaucoup aussi en ce moment, c'est Twitch, qui est une plateforme de streaming en direct qui est très appréciée par les gamers, mais qui commence maintenant à prendre un peu plus son envol avec des contenus sur l'actualité. Je pense que vous savez que Samuel Etienne, par exemple, est très présent sur cette plateforme à faire des contenus sur l'actualité. Voilà, donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels on peut s'amuser en marketing d'influence et chaque réseau social a un peu ses spécificités de cette manière-là. Il y a des réseaux un peu plus émergents comme BeReal, qui a le côté authentique qu'on est en train de rechercher beaucoup. Pinterest, le côté visuel, artistique. Et puis LinkedIn pour tout ce qui est influence B2B pour toucher les professionnels. Voilà. Ensuite, moi, j'ai mis un schéma que j'aime bien montrer, je montre à mes élèves souvent, c'est la sélection des influenceurs qui existent. Donc, on a les nano-influenceurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés, les micro-influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000, les macros 100 000 et 1 million, et après les stars qui dépassent souvent les millions d'abonnés. Voilà, c'est des chiffres, c'est juste indicatif parce qu'ils peuvent varier, selon les réseaux, effectivement. Mais voilà, c'est intéressant ce schéma parce que ça montre quel influenceur on peut utiliser pour atteindre ses objectifs. Par exemple, si vous voulez beaucoup de conversions, mais pas forcément de la visibilité, vous allez travailler avec des nano-influenceurs parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais ils ont un taux d'engagement qui est très élevé. Le taux d'engagement, du coup, c'est le nombre d'interactions sur le nombre d'abonnés au total. Et ça va permettre de toucher plus directement la cible. Et si on veut beaucoup de visibilité parce qu'on a un objectif de notoriété, mais qu'on ne veut pas forcément vendre, même s'il y a toujours cet objectif par la suite, on va plutôt faire appel à des macro-influenceurs, où le budget est un peu plus élevé du coup pour travailler avec eux. Voilà, donc vous avez vraiment un peu de tout et chaque influenceur est spécialisé dans des domaines spécifiques, la cuisine, le sport, le lifestyle, l'éducation, la science, etc. Et on a aussi quelque chose qui arrive depuis quelques temps, c'est les influenceurs virtuels. Donc là, on a Anne Kerdy, qui est une influenceuse qui a été développée par une agence pour mettre en avant la Bretagne, oui, la région Bretagne. Donc, en fait, elle vit sa vie sur les réseaux sociaux, met en avant des livres, des lieux, des choses comme ça, très intéressant. Et on a Lil Miquela, qui est la plus grande influenceuse virtuelle connue à ce jour, il me semble, qui collabore avec énormément de marques, Levi's, beaucoup de marques de luxe, qui est suivie par 2,5 millions de followers alors qu'elle n'existe pas. C'est très impressionnant et c'est quelque chose sur laquelle il faut un peu s'attarder, je pense, un peu regarder, un peu s'intéresser. C'est, ça va vraiment arriver dans les années à venir avec le développement de l'IA et les partenariats peuvent être un peu plus originaux, plus innovants. Voilà, c'est très, très adapté à des campagnes technologiques avant-gardistes.
Voilà. Donc pour ce premier état des lieux, le deuxième, c'est qu'il y a des pratiques qui sont en évolution. Forcément, on va plus rechercher la même chose qu'avant. Maintenant, on va rechercher du contenu un peu plus authentique, plus, être plus proche aussi de ses abonnés, des personnes, plus de sincérité. Parce que pareil, je vous le cache pas, il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup d'histoires d'arnaques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été soulevées. C'est pour ça aussi que maintenant on parle d'un vrai encadrement juridique parce que c'était une pratique qui n'était pas vraiment encadrée. Donc il y a eu beaucoup de dérives. Donc quand on dit qu'on recherche de l'authentique, là j'ai mis une petite vidéo, on va chercher plus du contenu comme ça. C'est une collaboration rémunérée, mais c'est quelque chose d'authentique, spontané. Là c'est Iris Mittenard, l'ancienne Miss Univers, qui va juste publier son chien tout de suite quand elle arrive dans l'hôtel. Ça fait quelque chose d'assez spontané, assez naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime plus trop ça, en fait, ces collaborations où en fait on voit la personne vraiment présenter le produit devant son écran en récitant un texte qu'une agence lui a écrit ou que la marque lui a écrit. C'est plus quelque chose qu'on va rechercher. On veut vraiment plutôt des collaborations où l'influenceur va raconter une histoire autour du produit, où on va s'adresser directement à l'abonné pour avoir son avis aussi. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va plus rechercher. Ce qui marche aussi beaucoup maintenant, c'est tout ce qui est l'UGC, donc le User Generated Content. C'est le fait d'intégrer des contenus qui sont créés directement par les abonnés dans leur propre publication pour montrer vraiment le côté authentique, direct, l'utilisation réelle des produits. Ça marche très, très bien pour les marques. Voilà, donc il y a aussi des formats qui sont appréciés en fonction des réseaux. Donc, on va pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas chercher la même chose en fonction des réseaux. Ce qui marche très bien, ça va être tout ce qui est vidéos courtes, les reels, les shorts sur YouTube, sur TikTok. Ça permet de capter rapidement l'attention des utilisateurs qui sont submergés de contenu quotidien. On est rapidement happé par les vidéos sur son téléphone. Je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous. Et du coup, on cherche des communications plus percutantes, plus concises, qui sont même un peu plus divertissantes, vu que ça va vite. Ensuite, ce qui marche aussi très bien maintenant, c'est tout ce qui est live. C'est pour ça que Twitch marche très bien aujourd'hui. Et c'est très efficace et ça permet, pour le coup, le côté proximité avec ses abonnés, parce qu'on va leur répondre tout de suite, on va être très présent avec eux. Et enfin, tout ce qui est storytelling aussi, ça va être des histoires engageantes autour des produits, du service, et ça va permettre de rendre la promotion plus immersive, plus engageante très rapidement. Même si les formats courts fonctionnent bien, moi je trouve toujours très intéressant les formats longs. Et pareil, j'ai mis des exemples avec Squeezie, McFly et Carlito qui font des vidéos très longues, donc 41 minutes, 46 minutes, même plus des fois, et qui fonctionnent très très bien, parce qu'on a des 28 millions de vues, 3,1 millions de vues, et ça c'est la vidéo de Squeezie, en une heure, on est rapidement à 10 millions de vues, c'est assez impressionnant. Et il arrive à placer du coup ses collaborations dans la vidéo, parce qu'on est tellement dans la vidéo qu'on va la regarder. Voilà, donc dans les formats longs, c'est pas gênant pour ces gros influenceurs de placer des collaborations. Et enfin, j'en ai mis une, c'est plus ancien, ça a 3 ans, mais c'était un YouTuber qui a fait une collaboration entière sur une application de rencontre et il avait créé vraiment ses vidéos autour, le concept de ses vidéos autour de cette application. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et pourtant, là, ça dure pas 3 minutes. Hein. C'est juste que j'ai arrêté la vidéo au bout de 3 minutes, mais c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes aussi. Donc voilà, pour moi, les formats longs fonctionnent bien si on a le bon concept, excusez-moi, le bon angle à proposer aux influenceurs. Et voilà, et on a aussi comment dire, les collaborations avec des influenceurs, elles vont un petit peu changer aussi. Ça va être des choses un peu plus créatives, un peu plus durables. Là, j'ai toujours mis Iris Mittenard, on dirait que je suis fan, mais c'est pas forcément le cas. Mais ça représente bien parce qu'en fait, on a moins de partenariats ponctuels. Maintenant, on essaie de faire des collaborations plus sur le long terme, un peu plus répétées, parce que le côté répété fait vraiment plus authentique. Une collaboration qui va être ponctuelle, c'est moins naturel. C'est plus, on voit plus l'achat de la marque qui va travailler avec un influenceur. Alors que quand on travaille sur le long terme, on a l'impression que l'influenceur nous parle vraiment réellement de son expérience. Parce que c'est une crème et miracle, c'est pas du jour au lendemain, c'est sur des mois et des mois. Et du coup, on met de plus en plus
des systèmes d'ambassadeurs de marque qui vont permettre de renforcer la crédibilité et construire une vraie histoire autour du produit. Les influenceurs participent également du coup ils participent aussi à la création de certains produits et sont encore plus engagés dans les collaborations. Et enfin, effectivement, le marketing d'influence, c'est quelque chose qui a un engouement mondial, mais il y a encore des défis qui sont à- à surmonter. Effectivement, on parle d'une saturation du marché, puisqu'il y a énormément d'influenceurs. Beaucoup maintenant, il y a des écoles d'influenceurs, on a envie de devenir influenceur pour certaines personnes. Et en 2023, on comptait plus de 50 millions de créateurs de contenu dans le monde entier. Donc c'est vraiment très, très, très impressionnant. Il y en a beaucoup qui se positionnent comme des influenceurs professionnels, mais beaucoup aussi qui ne le sont pas forcément. Je pense plutôt à tout ce qui est nano-influenceurs. Et les marques, maintenant, elles ont l'embarras du choix. Donc, c'est un peu plus compliqué d'identifier les profils maintenant, de voir les profils qui sont adaptés aux besoins de chacun. Et le problème aussi, c'est devant en fait cette prolifération d'influenceurs, il y en a beaucoup qui commencent à faire la même chose. Et il y a un côté, une standardisation du contenu qui est en train de se mettre en place avec des influenceurs qui sont en train de faire les mêmes choses. Donc, comment se diversifier maintenant sans en faire trop non plus. Voilà, ça c'est aussi un défi auquel il va falloir répondre. Aussi, il y a une grosse concurrence et du coup, les audiences, elles sont dispersées entre de nombreux influenceurs. Donc, ça diminue aussi l'engagement et la fidélité. C'est vrai que on suit beaucoup d'influenceurs aussi qui font beaucoup la même chose. Donc, effectivement, on peut voir le même contenu souvent parce que les marques vont travailler avec les mêmes influenceurs. Ça peut être aussi lassant et on peut sentir une sorte d'essoufflement du public face à des promotions qui vont être répétitives et qui semblent peu sincères, du coup, comme elles sont beaucoup répétées. Et on parle même de ad fatigue, de la fatigue publicitaire, parce qu'il y a une avalanche de publications sponsorisées qui sont des fois mal différenciées et trop fréquentes. Et donc, on peut avoir une forme de lassitude et une perte de confiance. Et voilà, et je leur disais tout à l'heure, l'impact des scandales sur marketing ou influence a fait un sacré coup à certains influenceurs, je pense surtout aux influenceurs de télé-réalité. Et du coup, ça a terni l'image des influenceurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant, il va falloir encadrer. Et quel avenir pour le marketing d'influence? Bah, en fait, on va arriver vers une professionnalisation accrue des influenceurs. Il y a beaucoup d'agences qui se spécialisent là-dedans pour aider les influenceurs à se professionnaliser. Il y a aussi l'importance je vais tout mettre parce que je ne les vois pas arriver, de l'éthique et de la transparence dans les collaborations avec, par exemple, la RPP qui met en place des certificats d'influence responsable. Donc, c'est des influenceurs qui ont validé une sorte comme un code de la route avec sur quelques jours une formation où on leur dit comment bien faire des collaborations, quel est le bon encadrement juridique, quel sujet aborder, est-ce qu'on peut parler d'alcool, de tabac, de jeux, ou alors est-ce qu'il faut parler plus d'un engagement plus sincère, de valeurs plus sincères. Et on a aussi maintenant des influenceurs un peu plus hybrides et plus experts. Je pense beaucoup aux influenceurs médecins, qui sont médecins et influenceurs à la fois, qui sont sportifs et influenceurs. Voilà, il y a beaucoup ce côté influenceur-là avec le côté expert qui est plus marqué. On a aussi l'impact des nouvelles technologies, comme je vous montrais tout à l'heure, des influenceurs virtuels, avec aussi un rôle croissant de l'IA dans la création des contenus. Euh, c'est, Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir observer aussi de manière importante. Et enfin, on a du coup l'encadrement juridique qui va venir encadrer tout ça et qui va permettre de mettre un cadre un peu plus structuré, un peu plus ciblé sur l'ensemble de ce domaine qui est encore un peu nouveau. Et les influenceurs, même eux, sont un petit peu perdus encore, savent pas forcément ce qu'ils peuvent faire pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés ou qui sont pas forcément aidés par des agences. Donc voilà, notre rôle aussi, nous, en tant que conseil en communication, agence, c'est d'aider les influenceurs à avoir des pratiques plus conformes qui vont répondre aux exigences du public. Je ne sais pas si Arthur Delaporte est déjà arrivé, C'est là. mais ah bon, bah voilà, bonjour. Bonjour. Voilà.
Bonjour, voilà. Merci d'être venu. Vous avez pile au bon moment et du coup avec l'ouverture qui a été faite sur l'encadrement juridique. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci pour Euh, l'invitation. et du coup, je ne sais pas si vous voulez d'abord vous présenter et puis après on a quelques questions. Enfin, moi j'ai Ouais. quelques questions et peut-être que d'autres personnes en auront. Bon, alors me présenter, ça peut aller très vite. Arthur Delaporte, député du Calvados et co-auteur de la loi du 9 juin 2023, dite loi influenceur ou loi sur la régulation de l'influence commerciale. Merci. Comme je ne sais pas si vous avez entendu la fin de ma présentation, mais effectivement, il y a des dérives qui ont été constatées. On a eu beaucoup de documentaires, de choses très intéressantes comme ça qui sont arrivés. Moi, je voulais savoir si vous pouviez nous rappeler d'abord les objectifs principaux de la loi du 9 juin Mm. 2023 que vous avez coécrit avec Stéphane Vegeta, il me semble. Ouais. Quelles étaient les problématiques spécifiques que vous vouliez résoudre? Alors, du coup, nous, on a écrit cette loi dans un contexte que vous avez évoqué, dans un contexte de polémique, dans un contexte voilà, de médiatique croissant sur les dérives dites des influx-voleurs, qui constituent évidemment une minorité des créateurs de contenu, une minorité visible et une minorité problématique, parce qu'il y avait des dérives quand même extrêmement fortes sur la santé publique, d'arnaque, etc. Donc, voilà. Si je parle pas assez fort, vous me dites, hein, parce que je ne sais pas si mon micro est dans mon oreille ou Moi, c'est si bon, mon micro est j'entends. pas. C'est bon. Oui, on Du t'entend très coup, bien. super. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis saisi de ce sujet-là, notamment à travers un petit truc précis, qui était la fraude au compte personnel de formation. C'est comme ça que j'ai commencé à me spécialiser, on va dire, sur la question de l'influence commerciale, et derrière, à rédiger une première base de loi. Et le gouvernement nous a demandé de nous mettre d'accord avec Stéphane Vogetta, qui lui avait plutôt travaillé sur la dimension contractuelle, en fait, des liens entre influenceurs et agences. Et donc moi, j'avais plutôt un encadrement des contenus, et lui, il avait plutôt un encadrement des relations. Et donc, ça, c'est extrêmement complémentaire. Et donc, c'est cet ensemble-là qui fait aujourd'hui la loi influenceur, avec une première brique qui est la question de la définition de l'influence commerciale. Parce qu'en fait, notre droit ne définissait pas ce qu'était un influenceur. Et donc, à partir du moment où on ne se considérait pas comme influenceur, on pouvait estimer qu'on échappait au régime général d'obligations qui sont liées à la publicité. Donc, c'est la première chose qu'on a rappelée. C'est qu'à partir du moment où on touche une rémunération en nature ou pécuniaire, alors on rentre dans le cadre de l'influence commerciale si on touche cette rémunération en contrepartie d'une action promotionnelle, que ce soit de la publicité pour un bien, un service, mais aussi une cause. Ça inclut, par exemple, des publicités politiques. Et on avait vu cette problématique surgir notamment en plein milieu de la loi sur la question du référendum trottinette à Paris. Donc voilà, c'était déjà inclus dans la loi, donc on n'avait pas besoin de modifier la loi, mais voilà, on avait anticipé ce type de sujets qui sont un peu liés aussi à l'ingérence. Mais au-delà de la question de la cause, etc., le vrai sujet, c'était la question, par exemple, de l'avantage en nature. Et on a considéré qu'à partir du moment où on recevait une contrepartie, par exemple, vous êtes invité dans un restaurant en échange d'une publicité, quel que soit votre nombre d'abonnés, quel que soit le montant même de l'avantage constaté, ça peut être simplement un cocktail dans un bar, vous devenez, vous rentrez dans le cadre d'une communication commerciale. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, ça a des effets derrière en cascade sur les obligations qui sont les vôtres. Par exemple, l'interdiction de la promotion de l'alcool, l'interdiction les règles de la loi E20 s'appliquent à vous. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui méritent encore aujourd'hui d'être rappelées parce qu'elles ne sont pas forcément assez connues. Donc, voilà, le régime général des obligations relatives à la publicité s'applique aux influenceurs, mais au-delà, on a mis en place un certain nombre d'obligations spécifiques. Ces obligations, ça peut être par exemple la question de la chirurgie esthétique, interdiction totale de faire de la promotion de la chirurgie esthétique. C'est aussi d'autres obligations spécifiques sur des choses qui sont interdites aux mineurs, par exemple la publicité pour les jeux d'argent. Elle est interdite si on ne peut pas restreindre la portée d'une publication à l'égard des mineurs. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont liées à la loi influenceur. On a aussi renforcé le cadre de la protection des enfants influenceurs, de la protection de l'utilisation aussi des enfants dans les vidéos par les influenceurs. Ils ne sont pas directement influenceurs, mais du coup ils sont concernés, touchés par la vidéo. On a également renforcé la lutte contre le dropshipping avec un certain nombre d'obligations de vérifier par exemple que les produits sont disponibles, parce que du coup on vendait des produits qui n'étaient pas disponibles, de vérifier qu'ils sont conformes aux normes européennes, etc. Enfin, voilà, donc des choses de base, hein, mais qui voilà, n'étaient pas appliquées. Et puis derrière, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a aussi fait en sorte de permettre de renforcer les obligations, les liens contractuels, avec un seuil qui doit être normalement publié, je l'espère, par décret dans les prochains jours par le gouvernement démissionnaire, mais qui le sera par le gouvernement suivant, mais de dire que à partir d'un certain montant qui mérite d'être défini, on est obligé de faire un contrat. Ce contrat, il permet de faire notamment
une protection des droits d'auteur, de l'influenceur, de s'assurer qu'il a des droits sociaux également. Enfin, en fait, ça cadre les relations parce que jusque-là, en fait, les influenceurs qui faisaient des promotions problématiques se retournaient en disant bah, j'ai reçu un mauvais brief. Et bien demain, en fait, l'avantage du contrat, c'est que ça permet de s'assurer que tout le monde respecte ses responsabilités et notamment l'idée d'une responsabilité partagée entre l'influenceur, l'annonceur et l'agence. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est un objet juridique original qui est présent dans la loi influenceur. Il y avait d'autres éléments qui étaient relatifs aux obligations des plateformes, mais l'entrée en vigueur du DSA postérieure à la publication de la loi influenceur, la loi elle date de juin 2023, et le DSA c'est à partir d'août 2023, en fait a fait qu'on a supprimé ces dispositions de la loi influenceur parce que elles étaient désormais mieux garanties par le droit européen avec des obligations des plateformes de mettre notamment à disposition des influenceurs des moyens pour signaler des contenus problématiques ou de signaler, ah oui, j'ai oublié de le dire, truc très important, l'intention commerciale. Parce que la base de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on est influenceur, on fait de l'influence commerciale, l'obligation, c'est d'abord la transparence. C'est la première des obligations. C'est de dire, je suis en train de faire une publicité. Je suis en train de faire une publicité pour un produit de beauté, par ailleurs, et j'ai modifié l'apparence de mon visage. Ça, il faut le dire aussi. J'ai utilisé des filtres pour modifier l'apparence de mon visage. Ou alors, je fais de la promotion pour des vacances, je ne sais pas où, mais en fait, tout ceci, c'est des images qui sont créées par de l'intelligence artificielle. C'est la première fois où on a mis dans le droit français la question de l'intelligence artificielle et des obligations de le préciser. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être adoptées et adaptées par les plateformes avec des outils en disant, voilà, ce produit contient du contenu généré par IA, ce produit contient des images retouchées, enfin, cette publicité, cette publication contient des images retouchées. Voilà, donc ça, c'est des choses, cette transparence qui sont pour nous essentielles pour retracer, enfin, retisser un lien de confiance, en fait, entre l'audience et l'influenceur. Parce que sinon, en fait, on est suspicieux en permanence. Et donc, bah, du coup, ça posait aussi des problèmes pour les influenceurs eux-mêmes. Et donc, on considère que cette loi, c'est pas simplement une loi pour taper sur les influenceurs. Au contraire, c'est une loi pour les protéger et restaurer un cadre finalement sain de la publication commerciale. Ouais, c'est très complet. Moi, j'ai deux questions pour rebondir à ce que vous venez de dire. J'ai entendu certains amis influenceurs qui trouvent qu'il y a une sorte de complexité dans ce qui est mis en place à leur échelle. En tant que nano-influenceur, quand ils reçoivent des cadeaux, ils ne savent pas comment ils doivent le déclarer aux impôts parce qu'il me semble que maintenant tout doit être déclaré à chaque fois, que ce soit un stylo, justement un cocktail, des choses comme ça. Comment ça se passe ça? Parce que s'ils doivent le déclarer aux impôts, ça veut dire qu'ils doivent payer en plus, ils sont un peu lésés parce que finalement, certains ne Alors, gagnent pas leur ouais, vie. oui, non, je suis d'accord, ça peut poser problème pour les nano-influenceurs, mais justement, euh, la question de la déclaration aux impôts, c'est pas la loi influenceur qui l'a mise en place. Ah, ok. C'est finalement une règle de base du Code général des impôts qui est que tout cadeau, ça vaut même si votre grand-mère vous donne de l'argent, théoriquement, hein, Ça. tout cadeau doit être déclaré. Donc voilà, ça c'est la base. C'est la base des impôts. Donc voilà, même si c'est un cadeau, oui, mais d'accord, c'est Sauf un que là, tout cadeau, le monde mais le sait, quoi, c'est ça. voilà. Donc maintenant, bah, on l'a mis dans le droit dur. On a dit, c'est explicite, ça doit être déclaré. Alors évidemment que si vous avez reçu un stylo à 52 centimes, peut-être que le fisc ne vous tombera pas sur le dos. Voilà, Ouais. on peut l'espérer. Mais par contre, le seul effet, c'est que ce stylo, si vous en faites la pub, en fait, ce qui compte, c'est surtout ça. C'est pas tant le fait de payer vos impôts. Enfin, ça, c'est un truc qui regarde vous et l'administration fiscale. Et je dis par ailleurs que si vous avez des cadeaux d'un faible montant, vous n'êtes pas imposé sur ces cadeaux. Ça ne rentre pas voilà, dans un régime de fiscalisation qui donne lieu à un paiement d'impôt derrière. Et puis si vous avez, en fait, parce que derrière, l'intérêt, c'est aussi la professionnalisation. Donc si vous ouvrez, si vous devenez auto-entrepreneur ou quoi, en fait, vous avez des seuils d'imposition à moins de, je sais pas, que 10 000 euros ou 15 000 euros d'impôt, vous êtes très, très, très faiblement imposé. Donc voilà, faut pas non plus alimenter les fantasmes sur le côté l'État va tout venir m'appliquer. C'est clair que ça peut mettre de la complexité, mais en fait, cette complexité, elle est inhérente à toute activité commerciale. Et il faut juste se dire qu'à partir du moment où on devient influenceur, on s'engage dans une activité commerciale. Voilà, donc du coup, bah oui, on peut créer une micro-entreprise, on peut derrière avoir des rentrées, des sorties, on peut avoir des avantages en nature qui sont théoriquement valorisés. Donc voilà, mais ça, c'est le cadre commun du droit. Et je suis désolé de dire aux influenceurs que, ben, en fait, ils doivent respecter une loi qui n'a pas attendu l'influence commerciale pour exister. Ouais, c'est un travail, en fait, exactement. Et c'est un travail Vous de avez parlé, pédagogie. c'est ça. Vous avez parlé aussi de contrat. Donc ça, c'est une information que je suis à la recherche depuis la sortie de la loi.
sur justement le Le seuil, montant, eh le oui. seuil ouais, Et, et, et alors, il y a des publication du débats. contrat. Voilà. On ne pouvait pas publier ce décret, le gouvernement, je ne suis pas gouvernement, c'est le Parlement, ne pouvait pas publier ce décret avant l'ordonnance sur la loi influenceur qui a été publiée finalement en octobre. Parce qu'il faut savoir que la loi influenceur, elle est sortie en juin 2023, mais il y a eu un contentieux avec l'Europe. Ce contentieux, il nous a fait perdre globalement 1 an dans la publication des décrets. Parce qu'il fallait attendre que l'Europe valide en gros une ordonnance qui venait modifier certaines dispositions de la loi influenceur pour la rendre conforme au droit européen. Très rapidement, mais en gros, les modifications qui ont été apportées, j'évoquais la question de la suppression des mentions DSA, mais c'était aussi, par exemple, l'idée du principe du pays d'origine. En gros, si vous êtes irlandais et qu'il y a une présomption que la loi irlandaise vous protège de manière équivalente à la loi française. Et donc, du coup, s'il y a un problème avec un influenceur irlandais, il faut d'abord passer par l'Irlande, vérifier que l'Irlande applique ou pas une loi équivalente. Et si l'Irlande n'applique pas une loi équivalente, alors on peut appliquer la loi influenceur. C'est une espèce de mécanisme à tiroir un peu complexe qui n'était pas dans la loi influenceur parce qu'on avait visé une application universelle. Et donc, en fait, la Commission nous a dit, en fait, vous pouvez appliquer partout dans le monde, sauf dans les pays de l'Union européenne qui ne sont pas la France. Parce que, voilà, le droit est équivalent par principe, sauf si la France prouve que le droit n'est pas équivalent. Voilà, ça, c'est un petit détail, mais tout ça nous a fait perdre du temps. Donc, depuis octobre, on a la loi influenceur pleinement appliquée, avec ces précisions-là, mais derrière, la question donc, des seuils n'a pas été publiée parce qu'elle devait être fixée par décret. On n'a pas voulu faire le seuil au Parlement parce que si on fixait un seuil dans la loi, c'était une disposition trop rigide. Parce que si on se rend compte que le seuil doit évoluer, il y a de l'inflation, il s'applique mal. Un simple décret, donc une simple signature de ministre, en gros, caricature, mais permet de modifier ce seuil. Et il y a des discussions par ailleurs avec les organisations professionnelles, en particulier l'UMIC, l'Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu, qui sont en cours pour déterminer quel est le bon seuil. Est-ce que c'est un seuil annualisé? Est-ce que c'est un seuil par marque? Est-ce que c'est un seuil, théoriquement, c'est un seuil par marque. Mais du coup, en fait, il faut éviter les effets de bord. Il faut éviter, par exemple, si on met un seuil, je sais pas moi, 250, 300, 500, 1000 euros, et ben, ce seuil-là, il faudrait éviter que toutes les promotions soient à 249,99 euros. Et que, par exemple, on passe 4 promotions à 299 euros, ou 249 euros. Donc, du coup, ces effets de bord-là, ils sont très importants et donc ça nécessite d'avoir l'idée de, voilà, est-ce qu'on regarde au global? Enfin, voilà, c'est toute cette discussion-là qui a lieu en ce moment. Et donc, moi, j'attends aussi avec impatience la publication de ce décret, sachant que, voilà, on participe aux discussions. Voilà, j'attends que le gouvernement aussi soit plus stable parce que c'est vrai que là, la priorité de la ministre de la Consommation, c'est d'abord de garder son poste et ensuite, elle pourra peut-être s'assurer de la publication de la loi, du décret influenceur, même si voilà, c'est important pour tout le monde, et notamment pour le secteur. Et donc, nous, on essaie de mettre avec Stéphane Vogetta une pression importante pour publier ce décret. D'ailleurs, en fait, vous avez parlé du coup de l'application de la loi par rapport à l'Europe. Ce serait une autre question qui est posée par Justine et Xavier aussi. Mais la loi s'applique à qui? Parce que pour les influenceurs qui sont partis à Dubaï, à l'étranger, on parle beaucoup de Dubaï, hein, mais il y a Bali aussi maintenant. Ça s'applique. Ça s'applique. Voilà. Mais ça s'applique par rapport au public, c'est-à-dire que s'il est majoritairement exactement. suivi par si vous visez une audience française, à l'exception de ce que j'ai évoqué sur la question de l'Europe, si vous visez une audience française, alors vous êtes soumis au droit français, au droit commercial français. C'est comme ça, par exemple, que je ne sais pas si vous avez vu mes poupées de Quetzal, pour d'autres raisons, arrêtées à la sortie de l'avion, mais vous avez des influenceurs, j'en connais, je ne citerai pas leur nom, qui étaient à Dubaï, ils pensaient échapper à tout, puis en fait, ils sont arrivés, ils sont sollicités à Courchevel, ils ont fait une petite story. Le lendemain, ils avaient un enquêteur de la DGCCRF qui frappait à la porte de l'hôtel. Voilà. Donc, en fait, vous n'échappez pas au droit indéfiniment. Et à la fin, notamment, si vous êtes très problématique, l'État peut mettre les moyens pour vous retrouver, vous auditionner et vous sanctionner. Ok. Et du coup, par rapport à l'Europe, c'est une question intéressante que j'avais, c'est est-ce qu'on va vers une réglementation européenne? Est-ce qu'on est précurseur? Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui existaient au niveau européen, voire mondial? Oui, il y a eu ce qui s'appelle une revue de normes par la Commission européenne, fitness check. Voilà, De quoi, pardon? un fitness check. Alors, vous faites un peu un regard, en fait, comment
comment ça marche, est-ce que les normes sont solides ou pas. Et du coup, dans cette revue de la Commission européenne évoque notamment différentes positions, mais notamment le fait que le droit français est le plus protecteur et le plus abouti. Nous, on avait été avec Stéphane Vogetta au Parlement européen et on avait rencontré des parlementaires qui étaient très sensibles à l'idée que notre norme devait être étendue. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de parlements nationaux qui ont commencé à répliquer d'une manière ou d'une autre les dispositions de la loi influenceur. On a commencé par l'Espagne, l'Italie, le Danemark, on a été reçu au Parlement belge, etc. Justement parce que voilà, les pays commencent à le mettre un peu partout en place. Mais l'idée, c'est évidemment la question de l'uniformisation du droit commercial. Et donc, l'idée que cette norme puisse être portée à l'échelle européenne. Et pour le coup, dans le document que j'évoque, la Commission européenne dit, ben, voilà, la norme française pourrait servir de base de discussion commune pour essayer de l'étendre un peu partout. Donc, c'est une petite fierté que d'être précurseur, ou en tout cas d'avoir voilà, réussi à poser un cadre commun qui devrait s'appliquer à tous. Mmh. Ouais. Bah, on a une question intéressante aussi, c'est bon, je pose la question de tout le monde après. Quelle est la responsabilité de l'influenceur qui fait la promotion d'un site marchand frauduleux ou qui vend des contrefaçons, par exemple? J'ai vu qu'il y avait des sanctions. Est-ce que quelles sont-elles et sont-elles vraiment adaptées, appliquées, pardon? Alors, les sanctions, je vais vous dire ça de mémoire parce que faudrait regarder Moi, il me dans la semble que c'est loi. 3 ans de prison C'est jusqu'à 3 ans de prison et c'est plus ouais, 75 000 euros d'amende, c'est quelque chose ça, comme ouais. ça. Mais donc voilà, ces sanctions, elles existent. Elles sont jamais appliquées totalement, mais vous avez pu avoir. Bon, c'était avant la loi influenceur, mais Nabila avait dû avoir une amende autour de 20 000 Mmh. euros, hein, mais je dis ça de Ouais, mémoire. c'était ça. Euh, donc, on peut être sanctionné de façon assez importante. Et aujourd'hui, en fait, les effets de la loi influenceur sont pas encore totalement visibles parce que une enquête, une procédure de sanction, etc., en fait, ça met plusieurs mois, voire années pour aboutir vraiment. On peut avoir des choses qui vont rapidement, des injonctions des GCCRF, etc. Donc, en gros, la DGCCRF demande à l'influenceur de mettre un post en disant j'ai été sanctionné par les DGCCRF, forme d'astreinte. Ça peut être un premier avertissement. Après, on peut avoir une amende ou une négociation, une transaction en fait entre un influenceur et la DGCCRF pour payer une forme d'amende atténuée en disant ouais promis je vais arrêter de faire des bêtises. Puis après si on recommence, là on peut avoir une vraie amende. Et puis en fait on peut être traduit devant les tribunaux. Mais donc tout ceci en fait peut prendre un an et demi, etc. en fonction de la vitesse de la justice. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut mettre du temps. OK. Je reviens juste parce qu'on parle beaucoup en acronyme, mais la Oui, direction générale. DGCCRF, c'est la Direction générale de Ouais. la concurrence, de la consommation et de la fraude. Voilà, juste pour info. OK, très bien. Est-ce que vous avez déjà constaté un premier bilan? Est-ce qu'il y a déjà des constats qui peuvent être faits? Est-ce que vos objectifs de base commencent à être atteints déjà ou on a encore beaucoup, beaucoup de travail? Alors, le premier objectif, c'est celui de la pédagogie. Et je pense que cet objectif se diffuse. Parce que, en fait, l'intérêt de la loi, c'est que ça crée en fait, un cadre commun. On évoquait tout à l'heure, et vous évoquiez avant que j'arrive, Bercy notamment, qui fait le guide de l'influence. En fait, dans ce guide-là, il part du cadre de la loi pour expliquer comment en fait, on doit faire de l'influence de manière éthique et légale. Et donc, la connaissance de l'existence d'une loi, j'espère que quand on est influenceur, on tape règle influence sur les réseaux sociaux et très vite, en fait, on tombe sur un cadre facile à comprendre, en tout cas le plus simple possible. Et premier objectif pédagogique. Deuxième objectif, vigilance des consommateurs. Parce que aujourd'hui, les consommateurs, et je le vois tous les jours, s'appuient sur la loi influenceur pour rappeler aux influenceurs leurs obligations. Il y a un effet name and shame. Il y a un effet aussi de structuration de l'écosystème avec des marques qui vont être très vigilantes sur les publications de leurs influenceurs et sur le caractère respectable de l'influenceur qu'ils vont utiliser. Et notamment, par exemple, si l'influenceur a passé le certificat d'influence responsable de la RPP, l'autorité de régulation de la publicité. Et la RPP, elle délivre ce certificat et donc elle forme à l'application de la loi influenceur. Et aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt positif parce que si les marques demandent à ce que vous ayez la certification RPP, que la RPP utilise le cadre de la loi influenceur, ça participe à la diffusion de tout ceci. Donc voilà, moi ce que j'observe, c'est globalement une vigilance des consommateurs, une appropriation par les créateurs de contenu
et de plus en plus de mentions de communication commerciale, collaboration commerciale, publicité, etc., sur les différentes publications. Ça, c'est très positif. Maintenant, est-ce que c'est un absolu? La réponse est non. Maintenant, est-ce que les sanctions sont au niveau? La réponse est non. La question de savoir s'il y a assez de sanctions, la réponse est non aussi, parce que les moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont trop faibles. À la suite de la loi influenceur, on a créé une brigade de l'influence commerciale. Une brigade spécifique avec une douzaine, quinzaine d'agents qui travaillent que sur ça. Donc ça, c'est très bien. Mais en fait, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand on compare à la multiplication des postes et des revenus publicitaires injectés dans l'influence commerciale. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose d'essentiel, c'est les moyens de contrôle, la rapidité du contrôle, le contrôle en temps réel. Et malheureusement, c'est pas encore assez le cas. C'est vrai. Il y en a, parce que je disais, en fait, c'est le premier chiffre que j'ai donné quand j'ai commencé, c'est que le poids du marketing d'influence en France, c'est 6,5 milliards d'euros. Donc c'est vrai que à côté de ça, une dizaine d'agents, effectivement, c'est pas énorme. Justine de me poser une autre question, c'est pourquoi ne pas avoir une amende à la hauteur des revenus de l'influenceur? Parce Alors, qu'elle dit que 20 000 euros pour Nabila, c'est 10 secondes de travail. pas 10 secondes de travail, mais c'est On s'entend. le prix de 2 Une publications. collaboration, c'est bien. Voilà, d'une collaboration inutile. Même si l'un des effets de la loi influenceur a été de baisser le prix des publications. Parce qu'en fait, celles qui étaient très rentables, c'était les plus problématiques, dropshipping, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, voilà, ça a quand même des effets sur la baisse des tarifs, pas général, mais quand même, et des influenceurs qui gagnaient 100 000 euros par mois avant la loi, qui étaient très, très problématiques, gagnent plutôt autour de, quand beaucoup, mais 10 000 euros par mois. Enfin, c'est plus la même chose, il n'y a plus le même train de vie. Et donc, l'un des effets, c'est aussi le déport des influenceurs les plus problématiques sur d'autres réseaux, d'autres techniques, notamment les live TikTok. Voilà, ça, c'est un des effets. C'est que ceux qui étaient vraiment pénibles sont partis. Mais ils continuent d'être pénibles autrement. Je t'en juste les live Ouais. TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des influenceurs qui sont ensemble sur TikTok. Il y a beaucoup de matchs. Enfin, ils se battent en se parlant entre eux. Et des personnes peuvent leur envoyer en fait, de l'argent virtuel qui peuvent après transformer en véritable argent. Et du coup, là aussi, là où est-ce que ça va là-dessus? Ça peut être des dérives. Excusez-moi, c'était juste pour Non, mais je vous pour en prie. expliquer. Donc, du coup, voilà, c'est l'un des effets. Après, est-ce que nous, alors je ne sais plus si on l'a mis. Je sais qu'on voulait le mettre, mais je ne sais plus si on l'a mis en pourcentage du chiffre d'affaires. Il faudrait que je relise la loi parce que, enfin, vous voyez, Ça je remonte un la peu. connais quand même pas trop mal, mais notamment sur les sanctions et tout. Je sais qu'on a eu des débats. Et à la fin, en fait, je me souviens plus de la version finale parce que je me souviens de l'intention qu'on avait, Ouais. qui était une sanction C'est bon. dissuasive, plus dissuasive que le droit actuel. C'est pour ça qu'on est monté à 75 000 euros d'amende et qu'on a monté à 3 ans de prison pour aligner en fait sur un certain nombre d'infractions connues. Après, est-ce que on a été mettre l'histoire du chiffre d'affaires que moi je souhaitais par ailleurs? Voilà, ça je sais pas. Mais bon, je peux vous dire que voilà, quand on se prend 20 ou 30 000 euros d'amende, ça. Voilà. Et on peut aussi avoir des peines de bannissement des réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est des choses, c'est des peines Ouais, complémentaires. Hein, ce qu'on ouais. disait, tout ce qui est shame, etc., le fait de mettre en fait la sanction sur leurs réseaux sociaux, ils peuvent négocier, il me semble, l'amende grâce à Ouais. ça, Il y ne a une pas payer dimension l'amende, mais en transactionnelle. mettant, voilà, mais en mettant qu'ils ont été épinglés. Et du coup, Mais après, on a le s'ils côté un recommencent, peu attention, hein, on se contente plus là. simplement de la Ouais. bannière. Hein. Donc, du coup, en fait, l'objectif, c'est aussi pas simplement de sanctionner, c'est d'arrêter la commission des infractions. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents types de sanctions. Mm. Ma question aussi, du coup, c'est pour toutes les personnes qui sont présentes ici, c'est quel message que vous voudriez adresser à tous les professionnels de la communication? C'est quelle est notre responsabilité, nous, en tant que professionnels de la communication, par rapport à ce nouvel encadrement? Mm. Alors, votre responsabilité est déjà d'essayer de maîtriser le cadre du droit. Parce que derrière, en fait, si vous êtes professionnel de la communication, vous pouvez être amené à concevoir en fait des stratégies de marque, etc. et le recours à l'influence. Et donc, pour bien orienter, il faut aussi savoir ce qui est autorisé et pas autorisé. Je pense notamment aux publicités interdites. Je parlais des jeux d'argent, je parlais de l'alcool, je parlais de la présence des enfants, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il y a aussi l'idée que on peut aller au-delà du droit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la loi, mais en fait, que par éthique, on doit s'imposer. Je précise aussi que théoriquement, si vous faites de la pub pour des
tout produit sucré, etc., enfin, l'agroalimentaire, on doit avoir le même type de présence qu'à la télévision, par exemple, pour votre santé, manger, bouger, etc. Enfin, tout ça, en fait, théoriquement, ça doit être dans une communication commerciale parce que c'est de la publicité ordinaire, en fait. Il faut Mmh. vraiment se dire ça. Donc, quand on voit une publicité à la télé qui contient des mentions légales, il faut se dire que c'est la même chose. Voilà. Mmh. Que la publicité, pareil, tout ce qui est produits financiers, c'est strictement encadré par l'autorité des marchés financiers. Et donc, en fait, il ne faut pas se dire que la publicité sur Internet est plus libre qu'ailleurs. Elle est encadrée au moins pareil, sinon plus, parce qu'on connaît les dangers spécifiques de l'influence en termes de pratiques de consommation. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête, c'est se dire que on a une grande responsabilité, parce que c'est une publicité qui peut être très intéressante, très rentable, très pénétrante sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en croissance, notamment tout ce qui est nano, micro. Donc on est avec des gens qui sont pas forcément formés justement aux règles de la publicité et donc qui sont vulnérables. Et donc le rôle du professionnel en communication, c'est vraiment de se dire comment je protège les gens avec lesquels je travaille. Mmh. D'accord, c'est des super outils, mais comment je protège les gens avec lesquels je travaille et comment je protège évidemment aussi des publics qui vont percevoir cette publicité. Et donc, en fait, au-delà de la question du cadre légal, il faut avoir aussi une éthique de la publicité. Mmh. Moi, j'avais encore aussi une question par rapport aux plateformes. Est-ce que vous travaillez avec enfin, est-ce qu'il y a un travail qui est entrepris avec les plateformes, type Instagram, TikTok, Mm. Facebook, Oui, pour, par rapport à ça et pour, surveiller les dérives plus efficacement? Parce que je pense qu'effectivement, c'est un gros travail à faire, donc quel est nous, leur rôle nous, aussi? nous on travaille beaucoup avec elle. Enfin, voilà, hier, on était chez YouTube avec Stéphane Vegeta. Enfin, voilà, on communique beaucoup avec Meta. Alors, ils ont des vrais sujets sur les moyens qui sont mis en faveur de la modération, mais ce que je constate, c'est quand même qu'il y a une volonté partagée de respecter le cadre, de ce qu'on appelle la compliance, le fait qu'ils respectent notamment le droit européen. Ils peuvent avoir des grosses amendes qui peuvent être un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout envie de se prendre des amendes de la Commission européenne parce qu'en fait, ils ne respecteraient pas le droit en vigueur. Donc, ils mettent des moyens, ils sont de plus en plus réactifs et sensibles à ce qu'on peut leur dire et globalement, ils mettent en place les outils pour faire appliquer la loi. Donc en fait, quand vous allez sur une vidéo, poster une vidéo YouTube, bah, voilà, les différentes cases à cocher vont être là pour vous permettre de respecter les obligations légales de la loi influenceur. Donc, voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Après, il y a toujours des enjeux de modération des contenus, il y a toujours des enjeux de précision du cadre juridique, justement, pour faire en sorte que demain, en fait, tout soit clean de leur point de vue, parce qu'en fait, des fois, on va signaler des contenus, ils vont pas être identifiés comme problématiques par rapport aux conditions générales d'utilisation de la plateforme ou par rapport même à ce qui pensait être le droit français. Donc, on a aussi un travail de pédagogie sur l'explication du droit français à faire vis-à-vis des différentes plateformes. Est-ce qu'il y avait des questions du côté des participants? Parce que sinon je crois qu'on a encore le temps pour une question, je pense. Et sinon j'en ai encore une. Je pose ma question. Non, c'est justement, je parlais de défis dans ma présentation tout à l'heure, des défis encore à surmonter. C'est un secteur qui évolue très, 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 très vite. On a vu, il y a beaucoup d'influenceurs virtuels aussi maintenant qui arrivent. Est-ce que selon vous, il y a des ajustements qui doivent être faits, pardon, rapidement dans les prochaines années? Vous avez déjà commencé à travailler dessus d'ailleurs, peut-être? Voilà. Alors, nous travaillons sur la loi Influenceur 2. Donc, Oh, voilà, on l'appelle des comme scoops? ça non, c'est pas un scoop, c'est déjà Non. public dans la presse spécialisée. Ça n'a pas encore fait la une, malheureusement, évidemment. Non, mais on travaille sur différentes choses, sur en gros 2 axes. Le premier axe, c'est comment on arrive à mieux protéger les mineurs de l'exposition accrue aux écrans et en fait, leur vulnérabilité face aux réseaux sociaux. Donc ça va au-delà de la question de comment on arrive à encadrer l'influence, c'est comment on arrive à encadrer les dérives qui sont liées à la lutte contre les dérives de l'influence. J'évoquais tout de suite la question des live TikTok, etc. Ça, c'est problématique. Et donc, du coup, c'est de nous intéresser plus largement à réfléchir à la question de l'exposition voilà, des mineurs, des contenus autorisés ou non, d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire dans la loi influenceur. Par exemple, j'évoquais le mécanisme d'interdiction de la publication de choses interdites aux mineurs. Si on ne peut pas restreindre la portée de la publication, ça vaut pour les jeux d'argent, mais ça ne vaut pas, par exemple, pour je sais pas, l'alcool, ça ne vaut pas pour
parce qu'on a le droit de faire de la pub pour de l'alcool de façon très, très encadrée, à condition que ça ne soit pas associé à la réussite, la fête, le voyage. Et Voilà, sur ça des c'est sites qui sont déjà contrôlés. mais voilà, il faut, pour moi, restreindre, voire interdire cette publicité pour l'alcool. Deuxième chose qu'on peut interdire, c'est la publicité pour des sites de choses qui sont clairement interdites, pornographie, etc. Voilà. Donc ça, il faut s'assurer de l'exclusion des mineurs. Et si on n'est pas en mesure d'exclure les mineurs, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Et ça suppose derrière aussi d'avoir des mécanismes de vérification de l'âge qui doivent se renforcer à l'échelle des plateformes. Ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui demandent encore un peu de temps et de volonté politique. Enfin, ça c'est le premier gros volet. Le deuxième gros volet, c'est la manière dont on participe de l'autonomisation des créateurs de contenu. Parce que finalement, aujourd'hui, en fait, on le voit avec la publicité, les créateurs de contenu sont très vulnérables par la question de leurs revenus publicitaires. Et aujourd'hui, les revenus publicitaires constituent 70% des revenus des créateurs de contenu. Et si on arrive, les revenus publicitaires directs, c'est-à-dire liés au placement de produits, si on arrive à les émanciper de ça, et leur permet d'avoir des revenus de façon indépendante. Par exemple, les plus gros arrivent à être plus indépendants parce qu'ils touchent des recettes, notamment par le financement de la publicité, mais qui n'est pas la publicité qu'ils font eux-mêmes, c'est la publicité qui est fait autour. Donc sur YouTube, c'est au début, pendant éventuellement. Et donc là, ils vont dégager des revenus grâce à ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de la plupart. En fait. Et donc maintenant, la question, c'est comment on arrive à mettre en place des financements publics de cette influence commerciale, comment on arrive à voilà, renforcer la redistribution de la richesse liée à la publicité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler dans les prochaines semaines. C'est une sorte de salaire versé aux influenceurs par Pas un des salaire, agences mais ça ou... peut être disons que ça serait pas un salaire, ça serait plutôt des systèmes de guichets type CNC qui aujourd'hui existent mais sont clairement sous-financés et sous-utilisés. Alors qu'il y a des enjeux croissants. Il y a une taxe YouTube qui apporte 22 millions d'euros par an, mais sur ces 22 millions, seul 1 million est utilisé pour financer des influenceurs. Donc la question de l'utilisation de ces fonds, l'autonomisation des influenceurs, elle est clé. Elle est clé parce que demain, en fait, le modèle le modèle numérique, en fait, le modèle du créateur de contenu est amené à se développer, à concurrencer les médias traditionnels. Et donc, du coup, il faut s'assurer que ce cadre-là, à la fois, il est indépendant, il n'est pas influençable, c'est ça en fait le sujet, et en fait, il est durable. Que l'influenceur, il peut avoir des revenus publicitaires à l'instant T et peut ne plus en avoir à l'instant T plus 1. Et donc, pour s'émanciper de son sponsor, en fait, il faut garantir des logiques de redistribution qui sont autres et qui sont liées en fait à une forme de socialisation de la rente. Parce que c'est un système de rente et aujourd'hui, cette rente, elle est concentrée, focalisée sur de très gros acteurs. Et donc, la socialisation, c'est aussi, d'une certaine manière, de la redistribution. Et je pense, je l'espère, que les plus gros influenceurs sont prêts à accepter l'idée que les recettes qu'ils dégagent ne leur permettent pas de se financer eux-mêmes, mais permettent de financer un écosystème. Et donc, ce financement-là doit permettre en fait le développement, l'assainissement et aussi la réponse à des enjeux d'utilité publique, parce que si c'est des fonds publics, il y a aussi des enjeux de qualité, de respect de l'environnement, etc., qui peuvent être introduits dans le fléchage de ces financements. Voilà. Ah, c'est vrai que maintenant, il y a tous les studios créateurs, TikTok créateur, Meta qui développe aussi son studio de créateur, qui permet effectivement de rémunérer les influenceurs selon le nombre de vues, la durée des vidéos, et ça, c'est pour développer encore plus la création de contenu. Donc là, vous confirmez on part vraiment sur une professionnalisation du métier et que si quelqu'un arrive en disant plus tard je vais être influenceur, c'est possible. Enfin, c'est un vrai métier, quoi. C'est un métier. En fait, c'est un métier. À partir du moment où on en fait une activité, ça devient un métier. Mais cette professionnalisation, on pourrait se dire que c'est une mauvaise chose parce qu'on va perdre le côté spontané. Mais en fait, c'est aussi une bonne chose parce que la professionnalisation, c'est aussi la garantie que l'influenceur n'est pas seul, qu'il est accompagné et qu'il est protégé. Et qu'il a des droits sociaux, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce qu'on peut vivre très bien avec plein de placements de produits, mais en fait, comment on vit jusqu'à sa retraite? Comment est-ce que si on n'a pas cotisé, on n'a pas de retraite? Comment on fait en fait pour avoir une assurance maladie? Enfin, du coup, tout ça, ça veut dire qu'il faut se professionnaliser, il faut devenir un métier.
Voilà. Et du coup, au-delà de l'influenceur, il y a tout un écosystème, évidemment, de l'influence qui existe. L'influenceur, il a des agents, il a des gens qui vont l'aider dans la production de sa vidéo, il peut avoir, enfin voilà, il a des avocats. Donc voilà, tout ceci, en fait, est en train aujourd'hui de se structurer, et la loi influenceur participe de cette structuration de l'écosystème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? On arrive très doucement à la fin de cet atelier. Parce qu'on a pu poser beaucoup de questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup Merci pour l'invitation. d'être intervenu. Moi, j'avais encore plein de questions sur l'influence, donc elles sont en partie répondues, donc je suis contente. Et voilà, donc merci encore, surtout dans le contexte actuel, ça ne peut pas être vraiment évident. Donc merci pour votre présence. Par rapport aux participants, moi, je vais vous envoyer peut-être une fiche récap de la loi à la fin. Peut-être pas à la fin tout de suite de l'atelier, mais vous pourrez voilà, vérifier le montant des sanctions, ça permettra de retourner dans la loi. Bien sûr, c'est prévu. Bon, bah, super. Même écoutez, merci, bonne fin de journée. Je vous laisse. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment, Claire, c'était vraiment passionnant et c'est vrai que faire intervenir Arthur Delaporte, c'était une excellente idée pour affiner quelques points, quelques questions. Bravo pour cette organisation, c'était très impressionnant. Merci pour tout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine visio UCC Club de la Presse. Ce sera le mardi 17 décembre avec Isabelle Scheffer de La Parenthèse. Voilà, merci à tous. Et effectivement, Claire pourra envoyer, aura vos contacts et pourra envoyer les documents annoncés sans problème directement à vos mails. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.